secrétaire Choquet, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Là-dessus, voilà. Et donc, vous me dites, je fais petite note, vous me dites quand je mets qui et quoi. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis responsable des urgences de l'hôpital Bichat. L'hôpital Bichat, c'est l'hôpital qui est le plus au nord de Paris, qui reçoit 85 000 patients adultes par an, et pour lequel, bien évidemment, mon approche que je vous présente, puisqu'elle se fonde donc sur une expérience d'une douzaine d'années avec mon patron Enrique Casalino, c'est une approche qui est une approche en même temps de soignant et une approche en même temps managériale. Et c'est cette double approche que je voulais vous présenter. Cette approche, elle n'est donc pas sécuritaire, je n'ai pas vocation à être un expert en sécurité, j'ai par contre la faiblesse de penser que je suis un soignant et que mon approche doit être celle d'un soignant. Il faut d'abord partir d'un principe, c'est que les services d'urgence sont considérés, et à juste titre, comme un endroit dangereux. Si je me permets d'aborder la question, c'est qu'il faut accepter que l'insécurité, elle est générée par le service d'urgence. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a 10% de personnes sociopathes, intolérants à la frustration, objectivement dangereux. Bien sûr, je n'ai pas de compétences. Il y avait une attaque terroriste avec quelqu'un qui vient sciemment avec une arme pour tuer des gens. Ça, c'est une autre réflexion, c'est une autre démarche. Et je ne m'inscris pas dans ma présentation dans cette démarche-là. Mais il faut quand même reconnaître que les expériences individuelles des usagers des urgences est quand même une expérience qui est en général rarement joyeuse. Et peut-être parmi l'auditoire, il y a des gens qui sont passés aux urgences qui n'ont pas vécu très bien, et aux urgences de Bichat. Ce que je veux dire, c'est que les patients, on ne peut pas attendre de la part des patients, de leur accompagnant, lorsque vous restez à moitié nu sur un brancard dans un couloir, sans qu'on vous parle pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, en attendant on ne sait pas quoi, et dans des délais d'attente qui sont inconsidérés, où vous allez peut-être parfois retrouver un proche qui est peut-être souillé, tout cela ne peut être que le germe d'une violence. Alors, je ne la justifie pas, je la comprends. Et mon approche est de dire que les services d'urgence sont maltraitants. Alors, c'est sûr que ça inverse complètement le problème, parce qu'on a toujours l'habitude de dire l'enfer, c'est les autres. Ben, il faut déjà commencer à se poser la question, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas le ferment? Alors, je comprends que ça puisse peut-être choquer certains soignants qui pourraient assister à cette présentation et qui pensent qu'objectivement ils sont de bons soignants. Je parle du système, je parle de l'organisation. Et cette organisation, elle entraîne automatiquement, elle génère dans les services d'urgence, lorsque vous attendez pendant des heures, lorsque vous attendez sur des brancards, lorsque vous avez mal et qu'on ne vous donne pas de traitement antalgique alors qu'on a les moyens de le faire, la douleur vous met en présentation différente, vous n'êtes pas pareil quand vous avez mal et quand vous n'avez pas mal, vous êtes inquiet puisque ça concerne votre santé ou la santé de vos proches, il est certain que cela va générer une violence et que cette violence, elle va entraîner bien sûr une agression, une augmentation de la pénibilité pour les soignants et également une reproduction par les soignants lorsqu'ils sont agressés des phénomènes de violence. Et donc, c'est ce que vous disiez, il y a de l'agression entre soignants, symétrique, une reproduction, et donc voilà tout le problème. Alors, l'idée, on va un petit peu avancer dans la présentation, donc évidemment ça va dégrader les conditions d'accueil, et en fait le risque bien évidemment c'est la maltraitance. Donc l'idée c'est quand même de réfléchir, et en fait accepter le fait que un service d'urgence c'est un endroit sur lequel nos besoins fondamentaux sont systématiquement ébranlés. C'est-à-dire qu'on a un besoin de territoire, on se retrouve sur un brancard à côté d'autres gens. On a besoin de sécurité, on se retrouve exposé à la vie de personnes qui ne sont pas forcément des soignants. On a besoin d'identité, vous êtes devenu un bracelet avec un NIP ou un numéro. Vous avez besoin de confort, inutile de vous dire que le confort des brancards, ou même la gestion de la douleur, c'est un problème. Vous avez besoin d'information,
de temps, ah bah là effectivement vous en avez du temps, mais du temps sans information, c'est l'ouverture à des angoisses, à de la communication et puis à une estime de soi. Quelle estime on peut attendre lorsque effectivement vous êtes sur un brancard à l'exposition de tout le monde. Donc je dis qu'il y a des pratiques qui sont historiquement ancrées chez les soignants qui considèrent que c'est toujours comme ça, et si je suis un petit peu outrancier dans mes propos, vous savez, les urgences, c'est le bordel, et ça justifie beaucoup de choses. Et l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de ces besoins pour essayer d'améliorer et trouver des solutions qui vont diminuer la violence et l'agressivité. Donc, l'idée, c'est de se dire, eh ben, effectivement, le territoire, un service d'urgence, pourquoi un service d'urgence ne peut pas assumer le respect de la confidentialité, le respect de l'intimité, le respect du secret médical, et pourquoi vous devriez être exposé au vu au su de tout le monde, de vos diagnostics, de vos pathologies, voire même pour des petits services d'urgence qui ont une vision un peu vile, où vous allez croiser peut-être votre boucher, votre charcutier dans la salle d'attente. Ben, je suis désolé, pourquoi le secret médical, ça n'existe pas dans les services d'urgence? De la même manière, il y a un temps de formation, la communication, ça s'apprend, on adapte son discours en fonction des patients, on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui est émigré de fraîche date et quelqu'un qui est CSP+, à quelqu'un qui a un retard mental et à quelqu'un qui est très âgé. Automatiquement, ça s'apprend, et la gestion du stress, il y a un gros travail de formation à avoir. Bien sûr, il faut de la sécurité, il faut autonomiser les patients. Pourquoi tous les patients sont installés sur un brancard alors que il n'y a pas de justification médicale à cela? Et encore une fois, on considère que le brancard c'est confortable, la réalité c'est pour rester 6 heures sur un brancard, ça n'a rien de confortable, et pour les personnes âgées, automatiquement, c'est des escarres de niveau 1, parce que les matelas, ils sont ce qu'ils sont des matelas de brancard, et évidemment, lorsque, comme vous avez perdu votre autonomie, vous avez besoin de faire vos besoins, soit vous tombez de votre brancard, soit, parce qu'il n'y a pas un soignant forcément disponible, et ben ils vont suriner, et enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc tout cela, ça nécessite une approche, et l'objectif absolu, c'est évidemment en même temps l'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients, et également l'amélioration des conditions de travail des professionnels, et c'est ces deux axes qui permettent de fonder un projet sécurité sur une approche qui est purement et strictement une approche soignante. Je ne suis pas... voilà. Donc, plein de choses peuvent se faire. Je vais vous en présenter quelques-unes que nous avons présentées. Donc, d'abord, la première chose, c'est un objectif qualité. C'est de faire de la qualité, c'est bête à dire. Et pour moi, dans un service d'urgence, c'est qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Il faut accepter, et je peux comprendre que ça puisse choquer les soignants qui travaillent au quotidien dans les urgences, je considère que être sur un brancard, dans un couloir, relève de la maltraitance. Donc automatiquement, si on commence à mettre cet objectif qualité, et l'objectif c'est d'y tendre, bien sûr, eh bien, ça veut dire qu'on inverse un peu la charge, et que notre objectif c'est de faire la qualité dans l'intérêt des patients, et dans l'intérêt des soignants, parce qu'il y a quand même beaucoup de soignants qui ont le sentiment à la fin de leur journée qui n'ont pas fait de la qualité, ce qui a un impact majeur en termes de pérennité dans le poste de travail, de fidélisation et même de risques psychosociaux. Bien sûr, il y a un projet architectural, il faut revenir à ces concepts qui nous sont dépassés. On m'a longtemps opposé le fait qu'un service d'urgence c'était un milieu ouvert. C'est un non-sens. Un service d'urgence, c'est un service de soins. Les portes doivent être fermées, les accès doivent être contrôlés. Ce n'est pas un moulin. Et je peux accepter en tant que patient d'être à côté d'un autre patient, car il y a une égalité en termes de statut. Je ne peux pas accepter d'être exposé au regard de gens extérieurs au service. C'est pour moi une rupture dans la confidentialité des soins, dans l'intimité, dans la satisfaction, et entre insatisfaction et violence, bah pour certaines personnes, c'est très rapidement, le pas est rapidement franchi. Donc c'est un projet managérial. Donc voilà quelques images. Donc effectivement, c'est des images où je n'ai pas rangé les patients auparavant, c'est les
prise de, voilà. Donc c'est un secteur rouge, il y a un secteur bleu, voilà, c'est toute une organisation. Et vous voyez aussi que le fait qu'il n'y ait personne dans les couloirs donne le sentiment aussi, d'abord, pour les médecins et les infirmières et les aides-soignants et les brancardiers, ça améliore les conditions de travail. Pour les patients, ça donne un sentiment de quiétude, et ce que les patients recherchent, c'est qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est quand même incroyable que dans les services d'urgence, beaucoup de patients aient peur qu'on les ait oubliés. C'est bien qu'il n'y a que dans un service d'urgence où on dit on va peut-être oublier. Ou le cas dans l'hôpital, c'est rare qu'un patient... Voilà. Donc ça, c'est évident que cette insécurité, ce sentiment d'insécurité, peut générer de la violence. Et cette violence, elle est compréhensible. Elle n'est pas... Excusez ou pas, ça c'est un autre débat, mais je comprends le déterminisme de cette violence-là. D'un autre côté, je ne suis pas non plus dans une approche pédi-oui-oui, donc bien sûr, il y a une sécurisation des accès, il y a bien sûr le fait que les locaux doivent être propres, c'est la fameuse théorie du carreau cassé, on ne peut pas accepter, moi j'ai vécu, personnellement j'ai compris, quand j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'arrête un patient avec sa fille, dans le couloir, je dis très fier de moi, je dis monsieur, personne ne doit être dans les couloirs, et il me dit la petite a envie d'aller aux toilettes. Et très fier de moi, je dis monsieur, dans la salle d'attente, il y a des toilettes. Et le père m'a regardé avec un air, bon, voilà, très en colère, il me dit est-ce que vous avez vu l'état de vos toilettes? Donc, effectivement, je n'avais jamais été. Vous allez dire que c'est une approche assez ras du sol. Eh bien non. Quand vous allez à la station, quelle qu'elle soit, sur la route des vacances, les toilettes sont nickel, alors qu'il y a des milliers de personnes qui passent. Eh bien, encore une fois, les locaux doivent être éclairés, il doit y avoir une signalétique claire, on doit savoir, et c'est compliqué la signalétique, où est-ce qu'on entre, où est-ce qu'on sort, les gens ne peuvent pas rentrer, les accès doivent être contrôlés, et donc il faut que l'ensemble du personnel comprenne que la sécurité, c'est la responsabilité individuelle à usage collectif. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, là il y a un accueil, évidemment là on est dans une approche qui est tout à fait, entre guillemets, sécuritaire, c'est l'accueil administratif, il y a des vitres, les vitres sont blindées, enfin, à l'épreuve des balles. Il est évident que ne pas mettre une protection pour des personnels qui sont très exposés dès l'accueil administratif, bah, ça serait, à mon sens, criminel de les laisser exposer. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une architecture qui assure la protection de ce personnel. Donc, ce n'est pas non plus uniquement sur le soin, c'est aussi sur l'architecture, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, sur l'architecture, il faut que les locaux soient propres, que ce soit nettoyé, que ce soit éclairé, et que les gens se sentent à l'aise et que la propreté des locaux a un effet de pression sur l'usager de maintenir la propreté des locaux dans la mesure du possible. Ce qui est un autre débat et un problème d'éducation. De la même manière, voilà, ça c'est de la signalétique que j'ai fait moi-même, où effectivement il y a sorti en grand parce que les gens ne savent pas où elle est sortie, il y a la traduction en anglais, en espagnol, en arabe, pour que des gens puissent comprendre où ils sont et puissent être guidés. Donc la signalétique c'est tout un art, j'avoue que c'est aussi l'école de l'échec, hein, parce que la signalétique c'est très complexe, mais encore une fois il faut que les gens se sentent guidés. Oui, je vous en prie. Alors l'autonomisation des patients, vous voyez ici qu'il a fallu rompre avec cette culture habituelle que tout patient doit être sur un brancard, quel que soit le motif. Donc on a constitué une zone d'attente assise où les patients qui sont installés, ce sont des patients après avoir été vus sur le plan médical. Donc ce n'est pas avant, c'est après qu'ils aient été vus, qu'ils aient eu les soins, et pour lequel on considère que les conditions sont sécuritaires lorsqu'ils attendent. L'intérêt est majeur, vous avez vu qu'on a adapté des bras pour installer des perfusions. Vous voyez en bas à droite, j'ai flouté le monsieur, mais le monsieur est avec son ordinateur et il fait, en tous les cas, il passe son temps d'attente à faire quelque chose. Et vous voyez que les deux portes à gauche qui sont rouges sont les toilettes. On autonomise les gens et ils n'ont pas besoin forcément d'intervention d'un soignant. Bien évidemment, il y a une zone d'attente couchée lorsque le motif médical nécessite bien
évidemment, de l'attente. On a créé aussi un bureau d'accueil des familles, encore une fois, où est-ce qu'on peut le voir, vous pouvez, voilà, c'est la porte qui est en bas, enfin vous voyez l'espace en bas à gauche, à côté des brancardiers. Au fond donc, c'est là où on peut on peut remettre des ordonnances, expliquer au patient le diagnostic, sans que ça soit fait dans le couloir ou dans un box. Et évidemment, les postes, pour que, bien sûr, cette agressivité ou cette violence qui peut être générée également par les soignants, l'objectif c'est d'adapter les postes de soins, c'est-à-dire que les équipes doivent tourner, elles ne peuvent pas rester 8 heures, 10 heures, 12 heures au même endroit, au même poste. Un service d'urgence offre cette possibilité de rotation des postes et de polyvalence des équipes. Donc il y a aussi non seulement une réflexion organisationnelle, architecturale, mais aussi RH, de management, de rotation des postes. Bien sûr, il y a le temps de l'analyse, il y a des indicateurs qualité, le travail est évidemment de réduire les délais d'attente, de réduire le temps d'attente et de passage des patients, d'améliorer l'information, de former le personnel, ça c'est le vrai gros problème, le temps de formation du personnel est difficile, donc il faut s'organiser en interne à la formation, à la gestion du stress et aux outils de communication. Il est quand même de temps en temps très étonnant de voir un accueil qui parfois n'est pas si accueillant que cela. Et puis il y a tout le côté environnemental, tous les ans je rencontre le commissaire du 18e, parce que évidemment il y a des situations à risque qui nécessitent l'intervention de la police, et encore une fois l'objectif c'est d'avoir un partenariat avec une contractualisation avec les forces de l'ordre sur quand est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Donc c'est toute une réflexion. Bien sûr, vous en avez parlé, il y a aussi le soin. On sait qu'il y a des soins à risque. 6% de nos patients relèvent de la psychiatrie, qu'elle soit légère ou très lourde. Il y a des situations à risque, notamment les patients qui sont alcoolisés. Il y a la nécessité de formation à l'identification des patients qui risquent de passer à l'acte dès l'accueil. Tout ça, c'est du soin et purement du soin. Il doit y avoir une protocolisation du soin, que ce soit dans la contention, dans la sédation, dans la prise en charge rapide de ces patients qui, si on les laisse, vont passer à l'acte et ça sera un drame. Par exemple, on sait très bien que la contention doit avoir des règles et qu'elle a un effet contaminant sur les autres patients. Voir des soignants attacher un patient, pour les autres patients qui n'ont pas la grille de lecture, c'est extrêmement violent. Et donc, ça peut générer également une violence surajoutée. Donc ça doit se faire aussi dans des box, dans des endroits, dans des personnels, et extrêmement anticipé. On n'y arrive pas tout le temps, mais l'objectif, c'est d'y arriver. En conclusion, on a fait donc une publication en 2015, où on a fait l'analyse sur les 8 ans où on a mis en place toutes ces mesures, l'analyse des déclarations d'agression des patients, donc sans préjuger du bien fondé ou pas. Le soignant a considéré qu'il avait été agressé et on l'a validé. Et on a noté aussi le nombre d'interventions de l'équipe de sécurité de l'hôpital. On a vu qu'en diminuant les délais d'attente, en améliorant les prises en charge, on a réduit d'1 tiers. Très important, voilà, la vente est très importante. On a réduit d'1 tiers les déclarations d'événements, enfin d'événements indésirables, d'agression du personnel et l'intervention des équipes de sécurité de l'hôpital. Donc en conclusion, parce que je pense que je vais laisser un peu le temps après aux autres intervenants, voilà, l'approche, elle peut être effectivement sur la sécurité, bien sûr, et l'organisation de l'hôpital, mais je pense aussi qu'il y a aux soignants la nécessité de reconsidérer leur organisation pour améliorer le service rendu. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les services d'urgence aient une image particulièrement flatteuse auprès de la population. Et je pense que c'est l'une des raisons, et pas uniquement, mais une des raisons importantes à ces éléments de violence. Clap, clap, hein, bravo, bravo, merci. Merci à vous. Alors, je pense qu'il y a plein de questions. Est-ce que je peux vous demander à vous qui êtes dans la salle de peut-être utiliser le chat pour qu'on se réserve les questions pour tout à l'heure. Alors, vous voyez, voilà. Ça, c'était ce que j'avais préparé sur les urgences. C'était juste là pour vous dire qu'au final, si vous voulez bien, si vous allez être d'accord,
Christophe Floquet, on fera un petit, avec votre présentation, j'ai fait une récap aussi des articles qui avaient été faits là-dessus. Et voilà, sans vous faire rougir de France Inter étant rouge, l'urgence de l'hôpital Bichat et Bondel, et effectivement, je crois que vous étiez fréquenté particulièrement par Madame Buzyn, qui venait regarder le bon exemple. Exactement. Donc voilà. Merci à vous. Ça suscite plein de questions. J'en ai déjà une qui est d'abord, vous êtes tombé dedans tout de suite dans les urgences. Comment ça vous est venu? J'avais tout ça. Juste 2 minutes avant de faire la transition avec Jean-Philippe qui va se préparer pour tout de suite. Hein. Non, je pense que l'hôpital, d'abord la médecine c'est passionnant, et l'hôpital c'est un environnement extrêmement intéressant parce que, et les urgences aussi, puisque les urgences ça nécessite d'une part, bien sûr, d'être un soignant pas trop médiocre, et on y essaye, et puis aussi ça permet aussi de gérer, de manager des équipes. Donc on ne peut pas se limiter uniquement aux soins, c'est aussi la nécessité, c'est un extraordinaire terrain de jeu où on peut expérimenter des choses avec plus ou moins de succès, je le concède, et ça c'est vraiment très très intéressant, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur les soins ou autre chose. Donc vraiment, les services d'urgence, ça nécessite plus de ressources et de réflexion que finalement d'autres services dont finalement les fonctionnements sont les mêmes depuis des années. Si vous avez 20 lits, il y aura 20 patients, il n'y en aura pas 21. L'imprévu dans ces services à activité programmée, c'est rare. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec les services d'urgence, c'est qu'on n'a jamais fini d'essayer de trouver des solutions avec plus ou moins de bonheur, malheureusement ou heureusement. Merci à vous. Et effectivement, si je peux me permettre, statistiquement, c'est assez rare d'avoir un praticien hospitalier qui spontanément aborde la question du management et du management de ses équipes. Donc, c'est vrai que pour nous de l'extérieur, c'est incontournable. Oui, mais c'est rare d'être, si je peux me permettre, spontané de ce type. Merci à vous. Merci.